Il est des artistes dont le nom traverse les siècles, des peintres dont chaque coup de pinceau capture non seulement la ressemblance, mais l'âme de leur modèle. Élisabeth Vigée-Lebrun appartient à ces rares génies. Elle fut la portraitiste des rois, des reines et des grandes dames de son temps, mais aussi une femme d'un talent hors du commun dont l'ascension fulgurante reflète la grandeur et les contradictions du XVIIIe siècle. Née en 1755 à Paris, dans une famille d'artistes, la jeune Élisabeth manifeste dès son plus jeune âge une aptitude prodigieuse pour le dessin. Encouragée par son père, elle perfectionne son art avec une ardeur et une passion qui la distinguent déjà. Mais à l'aube de son adolescence, une épreuve terrible la frappe, la perte prématurée de ce père tant aimé. Dès lors, elle comprend que la peinture sera son refuge, mais aussi son moyen d'assurer son indépendance dans un monde où une femme peintre doit encore prouver sa valeur. Cette première partie de notre entretien nous plongera dans les premières années de sa vie, de son enfance au couvent jusqu'à ses premiers succès. Nous évoquerons son apprentissage, ses influences, son admiration pour les grands maîtres et son combat pour s'imposer dans une société encore dominée par les hommes. Nous la suivrons alors qu'elle devient l'élève des plus grands, fréquente les salons et attire déjà l'attention des amateurs d'art. À 15 ans à peine, elle est déjà une portraitiste recherchée. À 20 ans, elle est mariée à un marchand de tableaux, Jean-Baptiste Lebrun, et sa carrière prend une nouvelle envergure. C'est l'histoire d'une jeune fille devenue femme sous le signe du pinceau et du talent, une artiste qui, dans les tourments et les éclats de la cour, gravira les marches du succès jusqu'à devenir la peintre attitrée de Marie-Antoinette. Mais cela, c'est une autre page de son histoire que nous découvrirons plus tard. Pour l'heure, écoutons-la nous raconter ses premiers pas, ses premières émotions, ses premiers combats qui allaient façonner son destin. Madame, vous êtes née en cette capitale où l'art règne en maître, et dans une famille où la peinture était plus qu'un métier, une vocation. Permettez que nous remontions aux prémices de votre existence, votre naissance rue Coq-Héron, en ce jour du 16 avril 1755, et votre tendre enfance sous l'égide d'un père portraitiste. Quels souvenirs gardez-vous de cette période où se forgeait déjà, sans doute, votre goût pour la peinture? Ah, monsieur, vous me ramenez aux jours les plus doux et les plus chers de ma mémoire. Cette rue Coq-Héron, où s'ouvrit à moi la lumière du monde, fut aussi le premier théâtre de mon émerveillement pour les arts. Mon père, Louis Vigée, était un homme de talent et de verve, doué d'une finesse d'exécution qui n'avait d'égal que la vivacité de son esprit. Il était de ces peintres qui, tout en poursuivant le beau, savaient insuffler à leurs œuvres une âme, une vérité, une grâce qui touchait le cœur. Je me souviens encore, comme si c'était hier, de ces longues heures où, perché sur un tabouret dans son atelier, je l'observais esquisser les visages de ses modèles d'un trait sûr et léger. Chaque pastel semblait capter une étincelle de vie, un soupçon d'âme qui transparaissait dans la douceur d'un regard ou la carnation subtile d'un teint. Il peignait avec une facilité qui me paraissait presque magique. Et cette alchimie des couleurs, ce mélange de délicatesse et de justesse dans ses œuvres, enflamma mon jeune cœur du désir d'imiter un jour son pinceau. Mon père, que j'aimais avec une tendresse infinie, était un homme de belle humeur, d'un enjouement contagieux. Il savait amuser ses modèles, égayer ceux qui l'entouraient, et, dans cette gaieté toute française, il animait son art d'une vivacité qui lui était propre. J'aimais tant ces moments où, entre deux pauses, il nous racontait quelque anecdote piquante ou lançait un bon mot qui faisait éclater de rire toute l'assemblée. Ma mère, quant à elle, était d'un caractère plus sérieux, plus grave, quoique d'une beauté remarquable. Issue d'une famille paysanne de Lorraine, elle portait en elle cette fraîcheur du teint, cette grâce naturelle qui, sans doute, me furent léguées. Elle veillait avec une rigueur mêlée de tendresse sur notre maisonnée et sur mon éducation, soucieuse que je ne cédasse point à quelque excentricité que pourrait engendrer une nature trop vive et passionnée pour les arts. Ainsi s'écoulèrent mes premières années, bercées par l'affection de mes parents et l'ombre bienveillante du chevalet paternel. Mon enfance fut baignée de lumière, d'harmonie et de couleurs, et je crois bien, monsieur, que dès lors, mon destin était scellé. Il ne pouvait être d'autre voie pour moi que celle du pinceau,
et l'amour de mon père pour la peinture fut sans nul doute la première flamme qui enflamma mon propre génie. Quel tableau, madame, vous esquissez de ces premières années? Il semble que dès l'origine, l'art ait été pour vous un langage, une nécessité, presque une seconde nature. Vous parlez avec tant d'émotion de votre père. Son influence sur votre vocation fut donc déterminante? Assurément, monsieur, il le fut. Il fut mon premier maître, mon premier modèle. Et je ne saurais parler de ma carrière sans évoquer cette admiration filiale qui guida mes premiers pas. Je le regardais travailler avec cette ferveur propre aux âmes qui se passionnent. Et bien souvent, je tentais, maladroitement d'abord, d'imiter ses gestes. Oh, je me revois encore, enfant, dessinant sur tout ce qui me tombait sous la main. Les murs, les marges des livres, les feuillets épars. Mon père souriait de mes tentatives et m'encourageait avec cette bienveillance qui donne des ailes aux esprits naissants. Hélas, le sort nous sépara trop tôt. Il s'éteignit alors que je n'étais encore qu'une enfant. Et ce fut là ma première douleur, la première blessure d'un cœur que rien ne saurait consoler. Sa disparition, bien que cruelle, ne fit qu'affermir ma résolution. Il me semblait que, par la peinture, je pouvais encore lui parler, prolonger son art, lui rendre un hommage silencieux et fervent. Tout ce que je fis ensuite porta l'empreinte de sa mémoire, et je puis dire, sans fausse modestie, que si j'ai su trouver un chemin dans l'art, c'est à lui que je le dois. Voilà qui est noble et touchant, madame. L'héritage de votre père vécut en vous, non point seulement par le sang, mais par l'art. Et vous-même, comment poursuivîtes-vous ce chemin qui s'ouvrait devant vous? Qui furent vos autres maîtres? Et comment se développa votre talent? Quelle époque étrange que celle de l'enfance, où le cœur, encore innocent et sans défense, s'éveille aux joies comme aux peines, avec une intensité que les années ne sauront jamais égaler. Je fus, comme tant d'autres petites filles de ma condition, confiée d'abord aux soins d'une nourrice en banlieue, puis placée chez des cultivateurs à Épernon, avant que mes parents ne me reprissent à l'âge de 5 ans, pour me confier aussitôt à la discipline sévère du couvent. Ce fut là, à la Trinité du faubourg Saint-Antoine, que se cristallisa cette sensibilité qui me fit tant souffrir. J'étais une enfant craintive, aux émotions vives, et l'obscurité du dortoir, l'écho silencieux des pas dans les couloirs, la gravité austère des religieuses faisaient naître en moi des frayeurs sans nom. Combien de fois, lorsque s'éteignait la lampe du réfectoire, ai-je pleuré sous les draps, effrayée par cette nuit qui me paraissait sans fin. Combien de fois ai-je fui à l'approche du curé, dont l'habit noir me glaçait d'effroi, comme si une menace invisible pesait sur moi. Pourtant, dans cette solitude d'enfant, une lumière brillait, le dessin. Lorsqu'enfin vinrent les jours de congé, je me jetai sur mes crayons, remplissant de traits impétueux chaque surface qui s'offrait à moi. Les murs du couvent, les marges de mes livres, les cahiers de mes compagnes devinrent les témoins silencieux de ma passion naissante. Je n'avais alors d'autre ambition que celle d'imiter les gestes de mon père. Ce père dont la présence m'était tantôt un baume, tantôt un tourment par son absence. Je me souviens avec une netteté douloureuse du soir, où, alors âgé de 7 ans et demi, j'entrepris de dessiner parmi les élèves que mon père accueillait dans son atelier. Ces jeunes messieurs, trouvant divertissant de railler mon audace, s'empressèrent d'occuper les meilleures places, me reléguant à l'arrière-plan. Qu'à cela ne tienne, je pris mon crayon, observai en silence et traçai une tête à barbe, modèle du temps. Mon cœur battait à tout rompre lorsque je la présentai à mon père. Il la contempla un instant, puis, avec une émotion que je devinais dans son regard, il s'exclama « Tu es né peintre, mon enfant, ou il n'en sera jamais. » Quel encouragement, monsieur! Quelle révélation que ces mots, si simples et pourtant empreints d'une autorité incontestable! Dès lors, je n'eus plus d'autre horizon que celui du dessin, plus d'autre ambition que de m'en rendre digne. On comprend que cette vocation se soit enracinée si profondément en vous. Cependant, ces années de couvent, loin de la chaleur du foyer, durent être d'une rudesse extrême pour une enfant si sensible. Hélas, vous dites vrai. Le couvent, avec sa rigueur impitoyable, n'était point le lieu où une âme délicate comme la mienne put s'épanouir. Il y avait dans cette existence monotone
quelque chose d'étranglant, une austérité qui me pesait comme un carcan. Les heures s'étiraient sans fin dans un silence oppressant, et je n'avais pour seul échappatoire que mes rêveries et mes griffonnages furtifs. Ma santé, trop fragile pour soutenir une telle discipline, se trouva bientôt compromise, et il fut décidé que je retournerais auprès des miens après ma première communion, à l'âge de 11 ans. Ah, quel bonheur que de retrouver la maison paternelle! Quelle joie que de revoir mon père, et surtout ce frère cadet, Étienne, vif, bouillonnant, que ma mère adorait avec une tendresse exclusive. Votre frère, Étienne Vigée, qui devint plus tard un poète estimé, fut donc votre compagnon d'enfance. Quel souvenir gardez-vous de cette relation fraternelle? Étienne était un enfant adorable, au teint éclatant, aux boucles blondes, et d'un charme qui lui valait toutes les faveurs maternelles. Il était, à n'en point douter, l'enfant gâté de notre mère, tandis que moi, avec mon visage maigre et mes traits peu flatteurs, j'attirais moins ses regards. Mais qu'importe, mon père me comblait d'une affection si sincère que je n'éprouvais nul ressentiment. Notre maison était un lieu de rires et d'intelligence, où les artistes et les hommes de lettres trouvaient toujours une table ouverte et un auditoire prêt à les écouter. Combien de fois, après avoir été renvoyés au lit avant le dessert, Étienne et moi avons-nous tendu l'oreille pour entendre les éclats de rire, les vers galants que l'on récitait, les grandes idées que l'on discutait avec fougue. Davesne, Poincinet, Doyen, tous ces hommes de talent formaient une cour brillante autour de mon père et, sans le savoir, imprégnaient mon jeune esprit d'un amour toujours plus vif pour l'art. Mais hélas, cet âge heureux fut bientôt frappé par la douleur. Oui, ce fut en mai 1768 que mon univers s'effondra. Mon père, ce pilier de ma vie, cet homme dont le talent et la gaieté remplissaient notre foyer, nous fut arraché. Ce fut mon premier deuil, ma première vraie souffrance. À cet âge où l'on croit la vie éternelle, je découvrais la morsure du chagrin. C'est Joseph-Marie Vien, Monseigneur Doyen, cet ami fidèle de mon père, qui, voyant mon désespoir, s'efforça de me ramener à la peinture. Il me plaça un crayon entre les mains, m'exhorta à persévérer. « Votre père aurait voulu cela », me disait-il. Il feignait d'acheter mes premiers dessins, m'encourageant avec cette délicatesse qui évite à l'orgueil juvénile de trop souffrir de ses imperfections. Dès lors, monsieur, plus rien ne put me détourner de ma voie. La peinture n'était plus seulement un plaisir, elle était devenue une nécessité, une urgence, un refuge. Je courais voir les tableaux, j'écoutais avec une attention fiévreuse tout ce qui se disait sur l'art. Lorsque j'entendais parler de peinture, le cœur me battait comme s'il s'agissait d'un premier amour. J'étais jeune, je n'avais pas de fortune, et pourtant, j'étais riche de la certitude que mon talent serait ma seule ressource, mon seul guide. J'étais résolue à faire mon chemin dans ce monde, et rien, pas même les obstacles, pas même les regards condescendants, ne pourraient m'arrêter. Madame, après une enfance où l'art fut votre refuge et votre passion, vint le temps de l'apprentissage, celui où vous prîtes place parmi les jeunes artistes aspirant à la grandeur. Vous rencontrâtes alors une compagne de talent, mademoiselle Rosalie Boquet, dont la destinée allait, comme la vôtre, s'inscrire dans la peinture. Que retenez-vous de cette amitié qui, semble-t-il, fut précieuse dans vos jeunes années? Ah, combien ces jours furent précieux à mon cœur! Rencontrer une âme sœur, une compagne de travail, partageant les mêmes aspirations, est un bienfait inestimable. Rosalie Boquet, fille d'un peintre éventailliste et héritière d'une lignée d'artistes, m'apparut comme une amie idéale. Elle avait le même amour de l'art, la même ardeur au labeur, la même volonté de percer dans ce monde où les femmes peintres devaient redoubler d'efforts pour se faire une place. Nous étudions ensemble, traçant avec application les formes antiques sous la férule du maître Briard, qui, quoique fort médiocre dans son art, nous dispensait ses premières leçons nécessaires. Chaque jour, nous nous rendions au Louvre, suivis d'une bonne portant notre modeste dîner dans un panier. Et bien souvent, par économie, nous nous contentions d'acheter au portier du palais quelques morceaux de bœuf à la mode. Nous n'étions point riches,
mais que nous importait la richesse lorsque l'art nous ouvrait ses promesses infinies. Cependant, notre véritable chance fut de croiser la route d'un maître d'un tout autre calibre, Joseph Vernet. Ah, monsieur, quel homme, quel artiste! Il nous prit sous son aile, non point comme un pédagogue rigide, mais comme un mentor bienveillant. Il nous exhortait à ne point nous limiter aux modèles académiques, mais à observer la nature elle-même, ce maître suprême. Il nous engageait aussi à étudier les grands Italiens et Flamands, et nous suivîmes ses conseils avec une ferveur qui ne se démentit jamais. Vos premiers pas parmi les maîtres furent donc guidés par une double influence, celle de Vernet, qui vous enseigna l'amour du vrai, et celle de Greuze, qui vous insuffla ce goût du sentiment et de la grâce. Comment ressentiez-vous cette période de formation où vous aviez accès aux collections des plus illustres amateurs? Mon cœur battait à tout rompre lorsque je pénétrais dans ces galeries où régnaient Rubens, Rembrandt, Van Dyck et tant d'autres génies. Ma mère, veillant à mon instruction, m'amenait au Luxembourg, où les fastueuses toiles de Rubens emplissèrent mon âme d'une ivresse indicible. Puis, ce fut au Palais Royal, où le duc d'Orléans ouvrait généreusement ses collections aux artistes, et encore chez le duc de Praslin, où je pus admirer les plus sublimes chefs-d'œuvre. À chaque visite, j'étais comme une abeille butinant le nectar des génies passés. Je ne regardais pas simplement, je m'imbibais de leur éclat. Je disséquais leur composition. J'analysais ces subtils jeux de lumière qui donnent vie à la chair. Dès que je rentrais chez moi, je m'efforçais de reproduire ce que j'avais admiré, copiant les têtes de Rembrandt, les carnations délicates de Van Dyck, les jeunes filles de Greuze, qui me révélaient ces nuances si précieuses dans le modelé des visages. Je dois tant à ces exercices. C'est ainsi que j'appris à comprendre la dégradation des lumières, ce lent passage des ombres aux clartés qui fait frémir une joue, vibrer un regard, exister une âme sur la toile. Ces études assidues ne tardèrent point à porter leurs fruits. Vous entrâtes alors dans une période où, tout en étant encore une jeune fille, vous fûtes en âge d'attirer non seulement les regards admiratifs sur votre art, mais aussi ceux, peut-être plus indiscrets, que suscite la beauté. Quel singulier mélange d'émotions que cette époque de ma vie! J'étais encore tout à l'étude, plongée dans mes compositions, lorsque je m'aperçus que, sans m'en douter, j'étais devenue une jeune fille. À 14 ans, ma physionomie s'était transformée. Ma silhouette s'affermissait, mon visage s'épanouissait, et l'on me donnait volontiers 16 ans. Pour la première fois, les compliments que l'on adressait d'ordinaire à ma mère commencèrent à se poser aussi sur moi. Mais, monsieur, si j'avais des soupirants, j'avais surtout un amour plus puissant que tous, la peinture. Que pouvaient ces fades compliments devant l'extase que me procuraient les galeries du Luxembourg? Que pesaient ces œillades devant la lumière d'un Rubens, la poésie d'un Rembrandt? Si l'on chercha à me séduire, j'étais, quant à moi, trop enivré de ma passion pour y prêter la moindre attention. Vous étiez donc tout à votre art, et pourtant les obstacles ne manquèrent point. Votre mère se remaria alors avec un homme que vous n'aimiez guère. Quelle épreuve! Ma mère, veuve et sans grandes ressources, crut assurer notre avenir en épousant M. Lefebvre, un joaillier fortuné, mais d'une avarice et d'une dureté sans nom. Dès que je commençai à gagner quelque argent, il s'appropria mes revenus, estimant que ce que je produisais sous son toit lui appartenait. Il surveillait mes travaux, contrôlait mes dépenses, et, malgré sa richesse, me laissait parfois dans des conditions si précaires que j'en étais réduite à chercher quelque aumône de mes amis. Et pourtant, rien ne pouvait briser mon élan. Malgré ces entraves, je peignis inlassablement, et mes premiers portraits commencèrent à se faire remarquer. À 15 ans et demi, je réalisai ce que l'on peut considérer comme mon premier chef-d'œuvre, un portrait de ma mère, en sultane, dont le visage était presque de face, drapé dans une pelisse de satin blanc bordée de fourrure de cygne. Bientôt, les commandes affluèrent, des voisins, des connaissances, des familles bourgeoises. J'immortalisai Madame Suzanne, épouse d'un sculpteur, les Baudelaire, Mademoiselle Pagel, marchande de mode de la Dauphine, et bien d'autres. Puis, ce fut l'entrée dans un autre monde, celui des grands noms de la noblesse. La comtesse de la Vieux-Ville, le marquis de Choiseul, le comte de la Blache, la comtesse de Beaumanoir.
Tous passèrent sous mon pinceau. Mais à cette époque, monsieur, si mon talent commençait à se révéler, mon style, lui, cherchait encore sa propre voie. J'étais marquée par Greuze, influencée par Vernet, appliquée et soigneuse, mais je sentais que quelque chose me manquait encore. L'âme, la vie, la vérité vibrante. Voilà ce que je cherchais, ce que je voulais saisir au-delà du simple dessin académique. Madame, tandis que votre talent se perfectionnait et que votre nom commençait à résonner dans les cercles éclairés, vous fûtes conviée à de nombreuses réunions mondaines. Vous étiez belle, brillante, et votre art captivait tout autant que votre personne. Quelle impression gardez-vous de ces dîners où l'on chantait, où l'on riait et où se façonnaient les carrières des artistes comme des courtisans? Ces soirées étaient à la fois charmantes et éprouvantes. J'étais alors une jeune fille en pleine éclosion. Et, sans l'avoir recherché, je m'étais trouvée plongée dans ces salons où se croisaient les esprits les plus vifs et les talents les plus accomplis. Chez Le Moine, ce sculpteur renommé, se réunissait une société des plus distinguées. La Tour, l'éminent pastelliste dont l'œil perçant lisait l'âme de ses modèles. Lécaïne, le tragédien au verbe sublime, Grétry, dont les mélodies enchantaient les cœurs, Maître Gerbier, l'avocat spirituel dont les bons mots fusaient autour de la table. La gaieté y était constante, et le repas se terminait presque toujours par ces chansons de dessert, charmant supplice pour les jeunes demoiselles qu'on forçait souvent à s'exécuter devant l'assemblée. Mais moi, monsieur, j'avais cette grâce d'échapper à cet embarras. Mon talent de peintre me valait l'indulgence des convives, et l'on me dispensait de chanter en échange d'un sourire ou d'un regard complice. C'est dans ces réunions que se forma ma première clientèle, que je nouais ces précieuses relations qui allaient faire de moi un portraitiste recherché. Je commençais, en 1773, à tenir une liste de commandes, précieuse chronique de mes débuts, où se mêlaient noms illustres et bourgeoisie en quête d'élégance. Vous peignîtes alors des figures remarquables, des aristocrates, des intellectuels, et même des personnages proches du pouvoir. Votre talent aurait pu vous ouvrir les portes de la cour par l'entremise de personnages influents. Vous avez raison, monsieur. Parmi mes premiers modèles, je comptais monsieur de Roissy et son épouse, fille de l'avocat Gerbier, mais aussi mademoiselle du Petit Thouars et le comte du Barry. Ah, ce dernier, grand connaisseur en art et en beauté, m'observa avec intérêt et aurait pu, dès lors, me conduire dans l'entourage de la favorite du roi, Madame du Barry, sa belle-sœur. Mais le destin en décida autrement. La route qui devait me mener à Versailles passerait par un chemin plus noble encore, celui de l'amitié de Marie-Antoinette elle-même. Mais avant d'accéder au plus haut sommet, vous deviez d'abord asseoir votre réputation, et il semble que les portraits de femmes aient marqué une étape décisive dans votre carrière. Oui, et je crois que ce fut là mon véritable appel. J'avais cette sensibilité qui me portait vers la grâce féminine, cette inclination naturelle à sublimer la douceur, la délicatesse, le raffinement des dames de mon siècle. Parmi celles qui passèrent sous mon pinceau, je me souviens avec émotion de la belle Madame de Bonneuil, cette femme dont la jeunesse semblait défier le temps, et que je retrouverai, bien des années plus tard, sous le consulat, toujours aussi éclatante. Sa sœur, Madame Tillorier, était tout aussi remarquable, et je la peignis à plusieurs reprises. Mais celle qui compta peut-être le plus dans ses premières années fut Madame de Verdun, l'épouse du fermier général du château de Colombes. Ah, monsieur, Madame de Verdun, quelle femme exquise, d'un esprit si fin et si naturel. Elle devint pour moi bien plus qu'un modèle. Elle fut une amie, une protectrice, un guide. Sous la Restauration, bien longtemps après ces jours heureux, je l'écrirai encore. Elle fut la première, et elle est restée la meilleure de mes amies. Vous étiez donc accueilli dans ces cercles où les arts et les lettres se mêlaient à la haute société, et l'on devine que votre présence, loin de passer inaperçue, suscitait bien des émotions. Hélas, vous touchez là un point sensible, car si mon art attirait les regards, ma personne aussi, et parfois pour des raisons bien moins nobles que celles que j'eusse souhaitées. Je ne saurais vous dire combien de messieurs, prétendument désireux d'avoir leur portrait, ne convoitaient en réalité qu'un tête-à-tête plus intime. Certains, plus audacieux que d'autres, s'aventuraient à tenter de me séduire sous prétexte de séances prolongées. Dès que je m'apercevais que leurs yeux cherchaient à capter les miens,
avec une tendresse déplacée. Je les peignais à regard perdu, évitant ainsi qu'ils ne me fixassent avec trop d'insistance. « J'en suis aux yeux », leur disais-je d'un ton faussement détaché, dès qu'ils tentaient quelque œillade appuyée. « Ah, monsieur !» Comme cela les contrariait. Ma mère, qui ne me quittait jamais et à qui je confiais ses stratagèmes, en riait tout bas, amusée de voir combien j'échappais habilement aux assauts de ces galants trop pressants. Certains furent-ils plus insistants que d'autres? Oh, sans nul doute, monsieur. Parmi eux, l'un des plus véhéments fut le comte de Brie, qui vint poser en 1774. Il était, dit-on, éperdument amoureux de moi, mais n'osait guère m'adresser un mot, tant ma mère veillait sur moi avec une vigilance inflexible. Ne pouvant déclarer ses sentiments ouvertement, il usa d'un stratagème pour le moins audacieux. Un jour, alors qu'il était parti, nous découvrîmes sur la commode de ma mère un paquet de titres de rente d'une valeur de 19 000 francs. Était-ce un don? Une déclaration muette? Une tentative d'achat éhontée? Toujours est-il que, furieuse, ma mère lui rendit son offrande le lendemain, lui interdisant sur-le-champ l'entrée de notre maison. Mais il ne se tint point pour battu. Il me suivait partout, essayant de croiser mon regard, espérant quelques signes d'encouragement. Ah, monsieur! Je n'avais alors d'autre amour que celui de mon art, et ses poursuites me fatiguaient bien plus qu'elles ne m'émouvaient. Madame, il semble que, bien au-delà de votre talent, votre présence illuminait les salons et promenades de Paris. Vous étiez remarquée, admirée, et pourtant toujours animée de cette réserve que vous imposez à votre art. Comment avez-vous vécu ces années où votre beauté, autant que votre pinceau, attirait les regards? Que ces jours furent à la fois doux et troublants. La jeunesse, lorsqu'elle s'allie à quelque grâce, est une parure que l'on porte malgré soi et dont il faut apprendre à se défendre. Avec Rosalie Boquet, ma fidèle amie et compagne de travail, nous faisions sensation, disaient les curieux, lorsque nous paraissions sur le boulevard du Temple, le jeudi, jour de promenade de la société élégante. Les équipages y défilaient avec faste, et les jeunes cavaliers, caracolant avec audace, faisaient claquer leurs rênes pour mieux attirer l'attention des promeneuses. Quant au petit maître, en quête de quelque œillade volée, il se pressait dans les allées, le lorgnon haut levé, feignant de converser en nous observant avec une insistance que nous feignions d'ignorer. Que de rires échangés avec Rosalie, que de promenades insouciantes aux Champs-Élysées, où l'orchestre du Colisée enflammait les âmes d'une musique exquise. Mais aussi, quelle étrange sensation que d'être ainsi dévisagé par le duc de Chartres et ses amis, qui, perchés sur le perron de la salle, passaient en revue les passantes, moquant celles qui ne leur plaisaient point, et courtisant celles qui leur semblaient dignes de leur regard. La vie parisienne semblait alors encore empreinte de cette élégance exquise, loin de la vulgarité qui devait plus tard l'envahir. Vous dites vrai, monsieur. Paris était encore une fête, une harmonie délicate de plaisir et de raffinement. Nous nous rendions au feu d'artifice du Vauxhall, où la nuit s'illuminait de 1000 éclats. Et surtout, le dimanche, nous aimions flâner au Palais Royal, sous ces hautes allées abritées par des arbres séculaires. Le Palais Royal, alors, n'était pas cette foire où la licence et l'impudeur allaient plus tard s'étaler sans honte. On y venait après la grand-messe, vêtu de toilettes légères, le chapeau orné d'un ruban de soie, simplement pour se laisser admirer et admirer à son tour. Le soir, après l'opéra, qui ne s'achevait jamais après 8h30, nous écoutions sous le ciel étoilé les harpes et violons des virtuoses, et parfois la voix de Garat ou d'Azevedo, qui résonnait avec une suavité enchanteresse. Et pourtant, monsieur, quelle cruelle ironie que de revenir, après ces instants de grâce, dans l'étroite chambre sans air où, relégué au pied du lit maternel, je devais dormir sous la surveillance de mon beau-père, ce tyran avare et grognon. Vous étiez prisonnière d'un logis oppressant, et pourtant, votre imagination vous offrait des échappées vers des horizons plus vastes. Oui, et je dois à mes amis bienveillants, comme le ménage Suzanne, d'avoir ouvert devant moi les portes des splendeurs royales et princières. Grâce à eux, je pus voir Sceaux, ce parc merveilleux où le duc de Penthièvre laissait librement le public flâner entre les bosquets de Lenôtre et les coins sauvages de la nature. Puis, ce fut Chantilly, dont les lacs miroitants et les rivières serpentines enchantaient mes regards.
Marly, avec ses cascades scintillantes, ses statues blanches surgissant des bosquets, et ses pavillons où l'ombre et la lumière jouaient comme sur une toile de maître. Mais, monsieur, parmi tous ces souvenirs, un instant demeure gravé en lettres d'or dans ma mémoire. C'était à Marly, un matin où l'air était d'une douceur exquise, et où, dans les allées tranquilles du parc, je vis venir à moi un groupe de dames en robes blanches, flottantes comme des nuées légères. Elles étaient jeunes, gracieuses, riantes, et, au milieu d'elles, la reine elle-même. Marie-Antoinette, quelle apparition! Je n'osais troubler ce tableau de rêve et, par instinct de respect, je m'apprêtais à m'éloigner lorsqu'elle m'arrêta avec une bonté infinie, m'encourageant d'un sourire à poursuivre ma promenade, où bon me semblerait. C'était la première fois que je la voyais, et je ne devinais pas encore qu'elle deviendrait mon plus cher modèle, mon plus noble soutien, et l'une des âmes que j'aimerais le plus dans ce monde. Mais bientôt votre carrière fut menacée par une injustice, un obstacle que l'institution des corporations imposait aux artistes indépendants. Ah, monsieur, cette bureaucratie aveugle qui prétendait réglementer jusqu'au talent. Un jour, des messieurs vinrent frapper à ma porte, non point pour me commander un portrait, mais pour saisir mon atelier, au motif que je peignais sans être officiellement enregistré comme maître. Cette ingérence me révolta, et pour échapper à cette contrainte, je demandai à être reçu à l'Académie de Saint-Luc. J'y fus admise le 25 octobre 1774, et, pour marquer cette entrée, j'exposai plusieurs œuvres à l'hôtel Jabac, rue Saint-Méry. Ce fut ma première confrontation avec le public, et quelle émotion de voir mes tableaux accueillis avec faveur. Parmi les autres exposantes se trouvait une femme dont le nom allait revenir souvent en écho au mien, Madame Guillard, née Adélaïde Labille, qui devint ma rivale, tant à Saint-Luc qu'à l'Académie royale. Ce fut le début d'une reconnaissance officielle. Quels furent les premiers tableaux qui attirèrent l'attention? J'avais présenté plusieurs portraits, dont celui de M. Dumesnil, recteur de l'Académie, mais aussi des allégories, où j'avais peint la peinture, la poésie et la musique sous des figures féminines. Ces œuvres, bien que modestes en format, me valurent les éloges d'un public avide de jeunes talents. Et bientôt vos modèles ne furent plus seulement parisiens. Dès l'année suivante, mes commandes prirent un nouveau souffle. Des étrangers de renom vinrent poser pour moi. Le comte Chouvalov, ancien amant de l'impératrice Élisabeth de Russie, élégant et poli. Le prince de Nassau, ce grand voyageur qui avait accompagné Bougainville autour du monde. Le comte de Deux-Ponts, héros des champs de bataille. Puis, en 1775, je peignis Madame de Laborde, Mademoiselle de Cossé, et la brillante Madame Denis, nièce de Voltaire. Mais ce fut une rencontre particulière qui m'ouvrit les cercles les plus fermés. La princesse de Rohan-Rochefort, femme d'esprit mais aussi de légèreté, qui me fit découvrir un monde où le faste des manières égalait la vivacité des conversations. À sa table, je côtoyais le cardinal de Rohan, le duc de Choiseul, la comtesse de Brionne, mais surtout le duc de Lauzun, le plus enjoué de tous, un homme d'une pétulance rare, capable d'animer la plus morne des assemblées. Madame, votre nom résonne alors parmi les cercles les plus prestigieux de la noblesse et de l'intelligentsia parisienne. Vos pinceaux immortalisent les plus grands et votre talent est reconnu jusque dans les critiques publiées. Comment avez-vous vécu cette ascension fulgurante et quelle était votre perception de cette reconnaissance? Que d'émotions contrastées en ce temps-là! Mon nom s'inscrivait désormais parmi les artistes en vue, et il semblait que les salons les plus brillants se disputaient mon talent. Ce fut d'abord la famille du prince de Rohan-Rochefort, puis ce furent les princesses de Craon et de Montbarré, les illustres dames de Lamoignon et de Montmorin. Les étrangères de passage à Paris voulurent elles aussi laisser trace de leur beauté sous mon pinceau. La duchesse d'Arenberg, une comtesse Potocka, Milady Berkeley et surtout Madame Grant, future princesse de Talleyrand, dont je devais peindre les traits à 3 époques différentes de sa vie. Ah, monsieur, quelle fièvre s'était emparée de moi! Chaque jour voyait une nouvelle commande, un nouveau visage à étudier, à comprendre, à sublimer. Les critiques me louaient déjà, et lorsque l'almanach des peintres écrivit sur moi ces mots élogieux, Mademoiselle Vigée a pris la route d'une artiste qui veut se faire une grande réputation.
Remplie du désir d'exceller, elle écoute avec douceur et ses émules et ses maîtres dans l'art de rendre le portrait avec vérité. Déjà ceux qui sortent de son atelier se ressentent de ces heureuses impressions. Ils sont composés avec goût, le sentiment y brille, les habillements y sont bien faits et sa couleur est vigoureuse. Je fus émue au-delà des mots. Mais quelle surprise de découvrir que ces lignes étaient signées « Le Brun ». Ainsi, celui qui allait devenir votre époux vous louait déjà dans la presse. Oui, et sans doute voyait-il en moi une promesse d'avenir autant qu'une épouse. À cette époque, monsieur, je cultivais avec soin mon image et mes relations. Je savais combien la protection des abbés lettrés, ces précieux intermédiaires entre l'art et la haute société, pouvait m'être utile. Ainsi, l'abbé Giroux me présenta au prince de Nassau, tandis que l'abbé Arnaud, ce passionné de musique et de théâtre, me fit connaître auprès des académiciens français. Mais, parmi toutes mes démarches, l'une des plus heureuses fut l'hommage que je rendis à l'Académie française. Souhaitant témoigner de mon admiration, j'offris à cette illustre assemblée 2 portraits peints de ma main, celui de la Bruyère et celui du cardinal de Fleury, exécutés d'après des gravures. Quelle joie lorsque, le 9 août 1775, l'Académie, réunie en séance, décida de m'accorder le privilège d'assister à toutes ces séances publiques. Je conserve encore précieusement la lettre de d'Alembert, cet homme sec et froid, mais d'une intelligence rare, qui me rendit visite dans mon atelier et me fit 1000 éloges flatteurs. Quelle scène amusante que celle qui suivit son départ. Une dame, présente dans la pièce, me demanda naïvement si j'avais peint d'après nature ces portraits de la Bruyère et de Fleury. Je ne pus m'empêcher d'éclater de rire. « Je suis un peu trop jeune pour cela, madame. » Vous étiez au sommet de votre gloire. Et pourtant, ce fut aussi le moment où votre vie prit un tournant plus intime. Votre mariage avec Jean-Baptiste Pierre Lebrun, fut-ce un choix de raison ou un choix de cœur? Le destin a parfois d'étranges détours. J'étais alors dans un foyer où l'air me manquait, sous la férule de mon beau-père, cet homme avare et autoritaire. Je n'avais pas de fortune propre, et bien que mes portraits me rapportassent déjà un bel argent, je n'en touchais qu'une infime part. L'indépendance me semblait un rêve inaccessible. C'est alors que je fis la connaissance de Jean-Baptiste Lebrun, un marchand de tableaux installé rue de Cléry, dans l'hôtel Lubert. Cet homme, fils d'un antiquaire renommé, semblait baigné dans le monde de l'art. Il côtoyait les plus grands collectionneurs, s'entourait de chefs-d'œuvre et me prêtait volontiers les plus belles toiles pour que je les étudiasse. Il avait du charme, de l'esprit, et surtout cette admiration pour mon talent qui flattait mon orgueil d'artiste. Il me fit la cour avec tant de douceur, tant de prévenance, que je me laissai séduire, et ma mère, aveuglée par l'apparente richesse de son logis, encouragea l'union. Hélas, monsieur, nous ignorions tout de ses penchants cachés. Lebrun était joueur, fréquentant les tripots, menant une vie de libertinage dont nous ne soupçonnions alors que l'ombre. Mais à ce moment-là, je ne voyais que ses flatteries, ses égards, et peut-être aussi la promesse d'échapper enfin à l'étouffement du foyer maternel. Nous nous mariâmes dans la discrétion le 11 janvier 1776, en l'église Saint-Eustache, avec dispense de 2 bancs. Il avait 28 ans, j'en avais 20. Et pourtant, ce mariage, loin d'être un triomphe, resta un secret un temps. Pourquoi donc? Ah, voilà le premier signe des tromperies de mon époux. Il se trouva que Lebrun devait épouser la fille d'un riche Hollandais, avec lequel il faisait un grand commerce de tableaux. Ce mariage étant sur le point d'être conclu, il ne déclara point notre union immédiatement, attendant que ses affaires avec le Hollandais fussent réglées. Ce fut un choix qui n'alla pas sans conséquence. Beaucoup, croyant que l'union n'était pas encore consommée, vinrent me mettre en garde contre lui. L'un des plus pressants fut Aubert, joaillier de la couronne, qui m'assura que je ferais mieux de m'attacher une pierre au cou et de me jeter dans la rivière plutôt que d'épouser Lebrun. Madame, que ressentiez-vous face à ces avertissements? Que ressent une jeune femme déjà unie lorsqu'on lui dit qu'elle s'est trompée? J'ai pleuré, bien sûr. Mais je me suis raccrochée aux illusions, me persuadant que ces médisances étaient injustes. Après tout, ne disait-on pas aussi 1000 calomnies à mon propre sujet? À votre sujet? Hélas, oui. À peine mariée, je fus l'objet des rumeurs les plus ignobles, fomentées par ce comte de Brie.
cet homme qui m'avait poursuivi de ses assiduités sans jamais obtenir autre chose que mon mépris. Ne pouvant supporter mon indifférence, il se vengea en diffusant des lettres anonymes où il m'accusait d'avoir été la maîtresse de plusieurs hommes, notamment de l'abbé Giroux, de l'abbé Arnaud et d'un certain sieur Cazès. Mon époux, pour une fois, agit en ma faveur. Il porta plainte auprès du commissaire de notre quartier contre ses propos outrageants. Mais les rumeurs, elles, continuèrent à courir. Et elles ne devaient cesser de me poursuivre tout au long de ma vie. Madame, votre mariage avec Jean-Baptiste Lebrun, que vous aviez d'abord cru être une union avantageuse, s'avéra donc bien vite un piège où votre talent servit davantage les intérêts de votre époux que les vôtres. Comment avez-vous vécu ces premières années d'une union où vous étiez, semble-t-il, l'unique source de prospérité? Ah, monsieur, quelle amère désillusion! Lorsque je suis entrée en ménage, je croyais naïvement que le fruit de mon travail serait pour mon propre épanouissement, pour bâtir un foyer où régnerait l'harmonie et le respect. Mais bien vite, je compris que je ne touchais rien de ce que mon pinceau rapportait. Dès notre mariage, nous habitions l'hôtel Lubert, une demeure cédée pour 200 000 livres. Ce chiffre paraissait colossal, mais je ne m'en inquiétais point, car je n'avais alors aucune notion de la valeur de l'argent. Les apports de mon mari semblaient considérables, une belle collection de tableaux, des meubles somptueux, des créances, mais il avait aussi des dettes, et ce que je croyais être une situation prospère n'était qu'une façade trompeuse. Moi-même, je n'apportais qu'une dot modeste de 15 242 livres, dont la moitié seulement provenait de l'héritage paternel, le reste étant le fruit de mon travail. Et pourtant, vous ne sembliez pas consciente que votre fortune était habilement exploitée par votre époux. Non, monsieur, je n'en avais pas la moindre idée. Je peignais avec ardeur, persuadé que mon succès profiterait à notre foyer, tandis que Lebrun fixait lui-même le prix de mes tableaux et en empochait les revenus. On cite souvent cette anecdote où Madame de la Guiche me proposa 1000 écus pour son portrait. Je répondis avec candeur, « Non, je ne puis le faire à moins de 100 louis. Y a-t-il 100 louis dans 1000 écus ?» Hélas, monsieur, je ne savais même pas convertir l'argent que je gagnais. Il semble même que la situation financière devint si instable que vous envisagiez une séparation de biens. Oui, et c'est une blessure dont je garde encore la marque. Une requête fut un jour adressée au prévôt de Paris pour obtenir la séparation de nos biens. Mon mari, par des spéculations hasardeuses, avait fait des pertes considérables. Et moi, qui croyais que mon labeur nous mettrait à l'abri de la gêne, je me retrouvais menacée de ruine. Dans cette requête, je déclarais « Avec la dot qui m'a été donnée, le talent que j'ai dans l'art de la peinture, mon travail, celui de mon mari et le commerce qu'il pourrait faire, je pensais vivre tranquillement, à l'abri de la détresse. Mais je me suis cruellement trompée. Cette démarche n'aboutit pas immédiatement, et je restai sous la coupe de mon époux jusqu'à ce que les événements révolutionnaires m'offrent enfin la délivrance d'une séparation officielle. Malgré ces difficultés, votre époux sut pourtant profiter de vos gains pour restaurer ses affaires. Hélas, monsieur, il n'y a rien de plus profitable qu'un génie que l'on exploite. Grâce aux revenus de mes portraits, Lebrun put rebâtir sa fortune et fit même construire une salle de vente dans la cour de notre hôtel, laquelle devint par la suite si spacieuse qu'elle servit d'église pendant la Révolution. Ce qui me scandalisa le plus, ce fut de lire, bien plus tard, la notice qu'il écrivit sur moi, où il s'attribuait sans vergogne mes succès. Il prétendait que c'était son commerce de tableaux qui m'avait forgé, que mon talent s'était nourri de l'étude des Rubens et des Rembrandt qu'il vendait. Ah, monsieur, que d'injustice! Croyez-vous que c'est en regardant un chef-d'œuvre que l'on devient soi-même un maître? Non, c'est le travail, la passion, la sueur d'innombrables heures passées à perfectionner un art. Mais malgré cette gestion abusive, vous fûtes introduite à la cour. Était-ce là une opportunité offerte par votre époux, ou votre talent seul vous ouvrit-il ses portes? Oh, ce ne fut point par mon mari, croyez-moi. Ma première commande royale me fut sans doute procurée par Chalgrin, intendant des bâtiments du comte de Provence, frère du roi. Ce fut pour son portrait que je reçus une somme de 2320 livres, incluant plusieurs copies de l'original. Puis vint la reine elle-même, Marie-Antoinette. Ah, monsieur, Marie-Antoinette. Mon premier portrait d'elle ne fut point une commande directe. Il fut mentionné parmi les présents royaux, lorsque Sa Majesté l'offrit à Monsieur Élie de Beaumont pour la fête des bonnes gens en sa terre de Canon.
Ce tableau ne me rapporta que 480 livres. Une somme modeste, mais qui marquait le début d'une relation qui allait sceller mon destin. Vous aviez donc déjà conquis l'attention de la reine? Pas encore officiellement, mais ma réputation grandissait. En 1777, je reçus 2 nouvelles commandes de portraits de la reine, en buste et en habit de cour, exécutés pour les menus plaisirs du roi. Ces tableaux, bien que mineurs, me rapportèrent chacun 240 livres. Un autre portrait, où les mains étaient visibles, fut quant à lui évalué à 480 livres. Mais voyez-vous, même ces modestes paiements tardaient à me parvenir. Vous deviez réclamer votre dû. Hélas, oui, et quelle humiliation! Voyez cette lettre que j'adressai le 3 juillet 1779 à Papillon de la Ferté, intendant des menus plaisirs du roi. Voilà près de 2 ans écoulés depuis que j'ai fait 4 portraits de la reine. Dans cet espace de temps, j'ai été payé de 2. Il en reste 2 autres, l'un de 240 livres, l'autre de 480 livres. Vous me rendriez le plus grand service si vous vouliez bien me donner une ordonnance extraordinaire pour que je touche cette bagatelle. Ce service serait on ne peut plus agréable à mon mari, dans un moment où on lui manque un paiement considérable. Ainsi, même votre génie devait mendier sa juste récompense. Oui, et cette situation me pesait. Mais, monsieur, tout cela allait bientôt changer. Car si Versailles me connaissait à peine, si mes portraits de la reine n'étaient encore que des commandes ordinaires, l'année suivante allait faire de moi la peintre officielle de Sa Majesté. Madame, votre carrière était alors à son apogée, votre renommée grandissante et votre talent reconnu bien au-delà des salons mondains. Vous étiez la peintre privilégiée de la reine, courtisée par l'aristocratie et pourtant toujours animée d'un feu créateur insatiable. Comment parveniez-vous à concilier cette vie mondaine avec la rigueur du travail? Lorsque l'on aime son art, le temps cesse d'exister. Ma passion était telle que je ne comptais ni les heures ni les fatigues. J'étais sollicitée de toutes parts, et pourtant, je trouvais encore la force de me lancer dans de grandes compositions, d'aborder des sujets allégoriques et mythologiques, comme si je voulais prouver que mon talent ne se limitait pas au portrait. Vous étiez à ce moment-là très demandé par la cour, n'est-ce pas? Oui, et les commandes affluaient à un rythme effréné. Tandis que je peignais pour la reine, je reçus une invitation au Rincy, où je fus chargée du portrait du vieux duc d'Orléans et de sa femme, Madame de Montesson. Je dois avouer que ce séjour ne me laissa pas un souvenir impérissable. Oh, il y avait bien ces grandes chasses dont le faste m'impressionnait, mais l'ennui régnait en maître dans cette demeure trop calme pour mon tempérament. Mon seul réconfort était Madame Berthollet, charmante femme qui jouait admirablement de la harpe et dont la compagnie était aussi douce que la musique qu'elle produisait. Une anecdote me revient, et je ne puis y repenser sans sourire. Pendant que je peignais Madame de Montesson, une visite impromptue survint. La princesse de Conti entra dans l'atelier. Or, monsieur, j'étais alors sur le point d'accoucher, mon état était plus qu'évident, et pourtant cette dame hautaine ne cessa de m'appeler Mademoiselle. C'était une habitude de l'ancienne cour, où les grandes dames refusaient de donner leur titre aux femmes qu'elles considéraient comme inférieures. Mais sous Louis XVI, cette morgue avait disparu. L'absurdité de la situation fit scandale, et moi-même, malgré mon respect des usages, je ne pus m'empêcher d'en être amusée. Mais à cette époque, vous ne vous contentiez plus de simples portraits. Vous vous étiez lancé dans des tableaux plus ambitieux. Tout à fait. Je peignais encore les grands noms de l'aristocratie, la duchesse de Mazarin, la vicomtesse de Virieu, ou encore le marquis et la marquise de Montesquieu. Mais mon esprit aspirait à autre chose. Dans mes rares instants de loisir, je préparais une composition mythologique, une toile où la grâce et l'harmonie devaient primer sur la ressemblance des traits. Ce fut ainsi que je conçus Vénus liant les ailes de l'amour. Et monsieur, voyez jusqu'où allait mon dévouement à mon art. Le jour même de mon accouchement, en février 1780, je peignais encore. Vous étiez en plein travail alors que les douleurs de l'enfantement vous prenaient? Oui, imaginez la scène. Mon atelier baigné de lumière, moi, concentré sur ma toile, traçant encore et encore ces lignes qui devaient capturer la grâce éternelle. Et entre 2 contractions, je continuais mon ouvrage. C'est Madame de Verdun, ma tendre amie, qui entra par hasard ce matin-là et s'exclama « Vous voilà bien, vous êtes un vrai garçon. Je vous avertis que vous accoucherez ce soir. »
Et moi, dans mon innocence et ma passion pour la peinture, que répondis-je? Non, je ne veux pas aujourd'hui, j'ai séance demain. Hélas, on ne commande pas à la nature, et ma petite fille vint au monde ce soir-là. Ce fut donc la naissance de votre fille bien-aimée, Jeanne-Julie-Louise. Oui, mon trésor, ma plus grande joie, et, hélas, la cause de mes chagrins les plus cuisants. Dès le premier instant, je l'aimais d'une tendresse infinie, une passion de mère qui surpassait tout ce que j'avais jamais ressenti. Elle devint mon soleil, et, bien qu'absorbée par mon art, je n'eus jamais de plus grand bonheur que celui de la voir grandir. Mais si votre cœur était tourné vers votre fille, votre ambition restait tournée vers l'Académie royale. Tout à fait. J'avais acquis une certaine reconnaissance, mais je voulais légitimer ma place parmi les grands peintres de mon époque. L'Académie royale de peinture et de sculpture n'excluait pas les femmes, et je rêvais d'y être admise. C'est ainsi que naquit votre grand tableau allégorique, La paix ramenant l'abondance. Oui, un véritable tournant dans ma carrière. Je voulais prouver que je pouvais aller au-delà du portrait mondain, que mon pinceau savait raconter une histoire, capturer une idée universelle. Pour incarner la paix et l'abondance, j'eus l'idée de prendre pour modèle les deux filles de mon ami Hall, ce talentueux peintre suédois. Lucie et Adèle étaient d'une beauté remarquable, et leur grâce m'inspira immédiatement. Lorsque le tableau fut exposé, les critiques furent élogieuses. On disait « L'abondance, cette femme superbe à la Rubens, semble tirer des campagnes, saine, robuste, éclatante de vie. La paix, plus céleste, est calme, douce, une figure qui respire la sérénité des dieux de l'Olympe. » On admirait les oppositions subtiles des textures et des couleurs. Les riches étoffes de l'abondance contrastaient avec la robe simple et austère de la paix. L'une ceinte de 1000 fleurs, l'autre parée de feuilles d'olivier. Cette toile marqua donc votre triomphe? Oh oui, et c'est aujourd'hui l'une de mes fiertés qu'elle soit au Louvre. Ce tableau, plus que tout autre, me permit d'accéder enfin à l'Académie royale. Madame, votre vie à cette époque semblait être un éclatant succès, mais derrière cette ascension, votre mariage pesait encore sur vous. À l'heure où vous atteigniez les plus hauts sommets de l'art, votre époux continuait-il à contrôler votre fortune et votre travail? Hélas, mon talent grandissait, mais mon indépendance restait une illusion. Tandis que mon pinceau glorifiait les rois et les reines, tandis que Versailles ouvrait ses portes devant moi, je demeurais prise au piège d'un mariage où l'amour n'était qu'un prétexte et l'argent une prison. Madame, vous étiez désormais l'artiste incontournable de la cour, peignant sans relâche les plus grands noms de votre époque. Votre atelier était pris d'assaut et l'on se disputait l'honneur d'être immortalisé par votre pinceau. Comment viviez-vous cette effervescence? Ah monsieur, cette époque fut à la fois exaltante et harassante. Je ne pouvais plus suffire à la demande. On s'inscrivait chez moi, on attendait son tour, parfois des mois durant, et moi, toujours avide de perfection, j'essayais de répondre aux attentes les plus exigeantes sans jamais céder à la facilité. Je me réservais, autant que possible, pour les figures les plus illustres, et les années 1781 et 1782 furent un défilé incessant d'aristocrates, de princesses, de duchesses et de beautés parisiennes. Ainsi, mon pinceau fixa les traits délicats de la princesse de Lamballe, la douce amie de la reine, ainsi que ceux de la duchesse de Polignac, dont la grâce insouciante illuminait les salons. Je peignis aussi la duchesse de Chaulnes, la princesse de Croix et d'autres dames de la noblesse, sans oublier Madame d'Arvelay, future épouse de Monsieur de Calonne, ou encore Mademoiselle de Laborde, fille du puissant banquier de la cour. Mais vous ne vous contentiez pas de peindre ces nobles dames. Vous continuiez aussi à travailler pour la famille royale. Oui, et avec quelle ferveur! En 1781, je peignis enfin le comte de Provence d'après nature. Ah, ce prince! Il avait l'esprit vif, l'élocution affûtée, mais aussi la singulière manie de chanter faux et de s'enorgueillir de sa voix. Un jour, il me demanda « Comment trouvez-vous que je chante, Madame Lebrun ?» Que pouvais-je répondre? Je pris le parti de l'esprit et répliquai avec malice « Comme un prince, monseigneur. » Il sourit, mais je pense qu'il comprit le trait d'ironie. Je peignis aussi Madame Élisabeth.
Cette princesse dont les traits, sans être parfaits, exprimaient une douceur infinie. Elle avait l'éclat de la jeunesse, un teint d'une fraîcheur remarquable, et l'on eût dit, en la voyant, une bergère de pastorale, empreinte de sérénité et de bonté. Quant à Madame de Lamballe, son charme était tout en délicatesse. Elle n'était pas belle au sens strict, mais à quelques pas, elle paraissait l'être. Elle possédait cette blondeur éblouissante, cette élégance naturelle qui attirait tous les regards. Vous imposiez aussi votre propre vision de la mode dans vos portraits? Oh oui, et ce ne fut pas sans mal. J'avais une horreur absolue des costumes étriqués et des perruques extravagantes que portaient alors les femmes. Aussi, lorsque mes modèles m'accordaient un peu de confiance, je prenais toutes les libertés possibles. Je les drapais selon ma fantaisie, cherchant à imiter les plis nobles des toiles de Raphaël et du Dominicain. À défaut de châles, qui n'étaient pas encore à la mode, je disposais sur elles de longues écharpes que j'entrelaçais avec art autour de leurs épaules et de leurs bras, donnant à leur silhouette une harmonie plus naturelle, plus fluide. Lorsque je peignais des femmes sans grande expressivité, je les représentais rêveuses, mélancoliques, comme perdues dans leurs pensées. Ainsi, Madame Grant, que je fixais les yeux au ciel, tenant à la main un morceau de chant, semblait animée d'un souffle mystique. C'était là, sans même y penser, tout mon instinct de peintre, transfigurer mes modèles, leur prêter une âme lorsqu'ils en manquaient. Vous aviez aussi une manière bien à vous de diriger vos séances. Oui, et j'ai appris avec le temps que la psychologie était aussi importante que la technique. D'ordinaire, je peignais la tête en 3 ou 4 séances d'1h30 chacune, pour ne pas lasser ni ennuyer mes modèles. Je parlais avec eux, je les distrayais, je les mettais à l'aise, et je leur soufflais parfois quelques flatteries bien senties. « Oh, madame, que votre teint est frais aujourd'hui !»« Mon Dieu, monsieur, votre pose est parfaite, quelle noblesse dans l'attitude !» Ces compliments n'étaient pas toujours sincères, mais ils avaient un effet miraculeux. Les visages s'éclairaient, les modèles se redressaient, avec plus de prestance, et ainsi, je parvenais à capturer leur plus belle expression. Je leur demandais aussi de ne point venir avec trop d'amis ou d'admirateurs, car rien n'est plus terrible qu'un cercle de spectateurs multipliant les commentaires et les avis contradictoires. Et puis, enfin, je me défiais de ces critiques qui prétendaient juger de la ressemblance sans posséder le moindre œil artistique. « Ne vous laissez pas troubler par ceux qui ne voient pas, conseillais-je à mes confrères. Il y a tant de gens qui ne savent pas regarder. » En 1782, vous interrompîtes un instant votre vie parisienne pour un voyage en Belgique qui vous marqua profondément. Oui, ce fut une révélation. Mon mari, toujours soucieux de commerce, m'emmena à Bruxelles, où l'on dispersait la fabuleuse collection de tableaux du prince Charles. J'y rencontrai le prince de Ligne, ce personnage à l'esprit incomparable, que j'avais déjà croisé à Versailles et que je retrouverai plus tard dans l'Émigration. Ah, quel homme! D'une grâce exquise, d'une courtoisie parfaite, et surtout, d'un goût raffiné en matière d'art. Il nous ouvrit les portes de sa galerie, où s'alignaient des chefs-d'œuvre de Rubens et Van Dyck, et je compris, en les observant, ce qui me manquait encore dans ma peinture. L'audace des couleurs, la vibration de la lumière, la magie de la carnation. Il nous reçut ensuite dans son domaine de Belœil, et je garde encore le souvenir de ces jardins enchanteurs, où tout n'était que grâce, harmonie et beauté. Mais ce qui me toucha le plus, ce fut l'admiration sincère que le prince me témoigna. Il n'était point avare d'éloges et déclara un jour « C'est l'étude de la carnation des Italiens et du coloris des Flamands qui rend même Madame Lebrun supérieure à son pays. » Il louait la transparence de mes teints, la profondeur de mes drapés, la justesse de mes harmonies colorées. Et lorsque bien plus tard, il admira mon célèbre portrait de la reine tout en blanc, il s'exclama « Quel art a exprimé tant de nuances, depuis la soie immaculée jusqu'au teint éclatant de cette belle princesse !» Madame, ce voyage en Belgique et en Hollande vous a profondément marqué, tant par la richesse artistique que par la diversité des mœurs observées. Vous avez visité Amsterdam, admiré ses collections, mais c'est à Anvers que votre regard s'est véritablement ébloui. Ah, monsieur, ce fut un pèlerinage en terre de génie. Lorsque nous nous arrêtâmes à Amsterdam, mon œil s'attarda, bien sûr, sur les œuvres des maîtres hollandais.
J'avais tant entendu parler de Rembrandt, de sa lumière intérieure, de cette vibrance qui semble jaillir du fond même de la toile. Et pourtant, ce ne fut point lui qui me frappa le plus, mais bien Van der Helst. Quelle force, quelle précision, quelle vivacité dans ses portraits de groupe. Je contemplais longuement son célèbre tableau, une assemblée qui se trouvait à l'hôtel de ville, et je fus saisie par la maîtrise de la composition et la justesse des expressions. Mais c'est à Anvers, dans les galeries et les églises, que je reçus une véritable révélation. Nous fûmes reçus par un particulier, grand collectionneur, qui possédait un tableau d'une puissance inouïe, le célèbre chapeau de paille. Ah, monsieur, ce fut un éblouissement. Ce chef-d'œuvre, représentant l'une des épouses de Rubens, jouait avec la lumière d'une manière qui me semblait alors presque magique. La figure du modèle était baignée à la fois par la clarté naturelle du jour et par la lueur du soleil, créant un contraste où les ombres semblaient plus lumineuses que l'éclat même du plein jour. Là résidait tout le génie de Rubens, une lumière vivante, vibrante, charnelle, en perpétuelle respiration. Je ne pus détacher mes yeux de cette toile, et dans l'instant, une idée me traversa. Je devais tenter d'atteindre cet effet. C'est ainsi que naquit votre célèbre autoportrait au chapeau de paille. Oui, ce fut mon hommage à Rubens et mon défi personnel. À Bruxelles, je me mis à l'ouvrage, cherchant à capturer cette interaction subtile entre lumière et ombre, cette manière de baigner un visage dans une clarté dégradée, sans jamais perdre la douceur des traits. Je me représentais, la palette à la main, coiffée d'un chapeau de paille orné d'une plume et de fleurs des champs. Je voulais que la lumière frôle mon front, caresse mes joues, descende en un clair-obscur doux vers ma poitrine, puis éclate sur mes mains fines et nerveuses. Ah, monsieur, que cette toile me donna de peine. Je luttais contre moi-même, contre mes habitudes, cherchant une spontanéité qui semblait jaillir naturellement sous le pinceau des flamands, mais qui demandait, chez moi, un labeur minutieux. Et pourtant, lorsque je posais enfin mon pinceau, lorsque je reculais d'un pas, j'eus cette exaltation rare du peintre qui sent que son travail a touché à une vérité nouvelle. Ce portrait marqua un tournant dans votre style. Oui, car il m'a pris l'audace. Il me donna l'assurance de jouer avec la lumière, d'oser les contrastes plus vifs, d'abandonner parfois cette délicatesse trop mesurée qui m'avait jusqu'alors guidée. Dès lors, ma palette se fit plus vibrante, mes compositions plus audacieuses, et cette leçon m'accompagna jusqu'à la fin de ma carrière. Vous avez appliqué cette approche nouvelle à vos portraits, notamment celui de la duchesse de Polignac, un de vos chefs-d'œuvre. Ah, la duchesse de Polignac! Quel modèle exquis! C'était une femme d'une beauté diaphane, d'une élégance toute naturelle, une grâce enfantine, qui contrastait avec son esprit fin et son rang à la cour. Lorsque je peignis son portrait, je voulais saisir cette légèreté, cette candeur insaisissable qui la caractérisait. Je l'accoudais légèrement, une rose à la main, et je rejetais en arrière son chapeau de bergère, qui ombrageait à peine son front délicat. Oh, ses yeux! Je les peignis épanouis sous la lumière, comme deux bleuets éclatants au milieu d'un champ doré. Je choisissais chaque élément avec soin. Ce portrait, comme tant d'autres, immortalisa votre talent à saisir non seulement la ressemblance, mais l'âme de vos modèles. C'est là tout l'art du portrait, monsieur. Un bon portrait ne se limite pas à reproduire un visage. Il doit révéler un caractère, suggérer une émotion, capturer un instant d'humanité que le temps voudrait effacer. Lorsque je peignais, je cherchais ce qui rendait chaque femme unique. Un sourire imperceptible, un éclat dans le regard, un port de tête révélant une assurance ou une rêverie. C'était là mon plus grand plaisir et mon plus grand défi. En cette année 1782, vous aviez donc atteint une maturité artistique éclatante. Votre succès était sans précédent. Vous touchiez à la consécration, mais cette ascension ne vous menait-elle pas, sans que vous le sachiez, vers un destin plus tragique, lié aux tempêtes de l'histoire? Monsieur, j'étais au sommet de mon art, mais j'ignorais encore que le sommet n'est souvent qu'un prélude à la chute. J'avais gagné la confiance absolue de Marie-Antoinette, qui me voyait comme sa peintre attitrée et comme une amie. J'étais entrée dans l'intimité de la reine, et bientôt, elle me confierait son image, celle qui traverserait les siècles. Mais je ne savais pas que ce privilège me lierait à elle d'une manière bien plus profonde encore.
et que le fracas de la Révolution viendrait balayer cette splendeur. Vous alliez devenir en quelque sorte l'ultime témoin d'un monde sur le point de s'effondrer. Oui, monsieur. J'allais peindre Marie-Antoinette, non pas seulement comme une reine, mais comme une femme à la veille d'un drame. Mais ceci, monsieur, est une autre histoire que je conterai une autre fois.